Une initiative intéressante, cette rose a lancé les cours de soutien scolaire à l'attention des plus faibles. Les communes de l'archipel marquent une certaine volonté de ne pas laisser leurs jeunes décrocher du circuit scolaire. Parce qu'elle collecte bien les lampes et les autres déchets de l'industrie électrique, la déchetterie de Petit Pérou aux Abîmes a été primée. Abnégation, conscience guide l'établissement, nous dira Isabelle Abo dans un instant dans son reportage. L'onde de choc provoquée par le décès de Roren ne s'est toujours pas dissipée. Reportage au Lamentin dans un instant et nous reviendrons sur la splendide victoire à l'arraché de Damien Monnier. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la session d'information d'ATV Guadeloupe. Certains élèves de Sainte-Rose ne joueront pas les prolongations des vacances durant le mois d'août, ne serait-ce que le matin. Pour la 6e année consécutive, la commune a mis en place des cours de soutien scolaire de 8h30 à midi, du lundi au vendredi. 7 jeunes professeurs recrutés en contrat civique donneront des cours de soutien scolaire à ceux qui en auront bien besoin pour entamer l'année scolaire. Reportage Isabelle Amou. Ils viennent ici pour revoir leurs acquis et se perfectionner à quelques semaines de la rentrée. On revoit ces cours pour qu'en 5e, je m'améliore plus. Au programme de la géométrie, théorèmes de Pythagore ou de Thalès sont revus avec ces 2 encadrants en contrat civique. Un véritable challenge pour les 2 jeunes hommes de porter la casquette du professeur. C'est vraiment un accompagnement en fait, on leur dit quel type d'exercice vous voudriez faire, qu'est-ce que vous voulez réviser et en fonction de ça, on crée des exercices adaptatifs comme vous avez vu. On s'adapte vraiment à leur niveau en fait. Et aujourd'hui, vous avez travaillé sur quoi exactement? Alors aujourd'hui, bon, vu que la classe a surtout vraiment des lacunes focalisées sur les maths, on a fait vraiment des ateliers en mathématiques, donc on a essayé on a survolé le programme parce que c'était le premier jour, mais on a revu un petit peu tout ce qui était triangle, les bases de géométrie, les bases du calcul mental, un peu poser les opérations, voilà, vraiment revoir le programme de 6e parce que justement ce sont des élèves qui vont passer en 5e. Donc notre but c'est de revoir, consolider leurs bases et leur permettre d'arriver dans la classe supérieure avec, voilà. En 3 semaines, français, anglais et histoire géo seront aussi étudiés. Pour être assez performant et pouvoir tout faire au bout des 3 semaines, je pense qu'on fera des demi-semaines, par exemple 3 jours de maths, 2 jours de français, puis la semaine qui suit, on fera 3 jours d'histoire-géographie, puis peut-être 2 jours d'anglais, mais ce sera vraiment des demi-semaines. Comme ça, on aura le temps de tout faire et tout réviser avec eux. Et vous êtes spécialisé dans une matière en particulier? Moi, c'est les maths, parce que je fais de la compta, et l'anglais. Cette 6e édition rassemble 30 jeunes Sainte-Rosiens du primaire au collège. L'idée, rendre le soutien scolaire accessible à tous. Nous rencontrons au sein des écoles, certains élèves rencontrent des difficultés. Donc il vaut mieux commencer dès la base qui est le primaire pour poursuivre après vers le collège. Donc, voilà. Je voulais aussi surtout mettre l'accent sur les emplois civiques qui font en fait ce soutien scolaire. Donc leur niveau s'étend du bac jusqu'à bac plus 3 et puis ils sont au nombre de 7. Donc, ces jeunes font tout au long de l'année ce qu'on appelle l'accompagnement à la scolarité. C'est un dispositif CAF et durant ces 3 semaines au mois d'août, ils sont sur le soutien scolaire aussi. Les cours seront dispensés à l'école du Bourg jusqu'au 26 août. Ne quittons pas la région avec la bonne nouvelle du jour. 2 Lamentins ont quitté aujourd'hui dans le cadre du premier programme mondial de repeuplement de cette espèce qui a disparu chez nous, vous le savez, dès le début du XXe siècle. Kai et Junior, 2 mâles de 7 et 6 ans, seront les premiers d'un groupe de 15 animaux à rejoindre une réserve naturelle de 15 000 hectares dans le Grand Cul de Sac-Marin. On écoute les précisions de Ferdi Luisi, c'est le président du Parc national de la Guadeloupe à l'origine de cette opération. Alors bon, ils seront reçus, ils sont accompagnés déjà par plusieurs vétérinaires qui viennent de Singapour ainsi que notre vétérinaire du Parc national de la Guadeloupe qui font partie de ce voyage. Ensuite, ils seront reçus par les autorités, moi-même, les autorités du parc, de l'État, sur le tarmac de l'aéroport, avant d'être acheminés dans un convoi spécial, des camions, puisqu'ils arrivent dans des conteneurs, un équipement assez particulier, avant d'être acheminés dans le courant de la nuit, avant la levée du jour, vers la baie de Blachon, au Lamentin,
où nous avons déjà réalisé des installations spécifiques, spéciales, qui ont été faites dans le cadre de travaux importants engagés par le Parc national. Et dès lors qu'ils seront acheminés sur place, ils seront installés, mis en quarantaine, pour leur permettre justement de s'acclimater avec le nouveau milieu qui est celui de la Guadeloupe. Ils seront suivis bien sûr pendant plus de 3 semaines par des vétérinaires venant de Singapour, avec les vétérinaires du Parc national en Guadeloupe, plus les soigneurs, les jeunes Guadeloupéens soigneurs que nous avons formés pendant toute cette période. Et ensuite, on fera quelques visites, mais très très limitées, à destination de la population de Blachon-Lamentin, de la population de la Guadeloupe, mais particulièrement des scolaires. Alors c'est un projet qui est unique au monde. C'est la première fois dans le monde qu'on réintroduit un mammifère marin dans son aliment d'origine. Il faut savoir que dans l'axe des Petites Antilles, les lamantins ont disparu il y a près d'un siècle, et particulièrement dans la baie du Grand Cul-de-Sac marin en Guadeloupe. Et donc nous avons dû faire une démarche de plusieurs années. Ça fait bien plus de 7 ans que je sillonne la Caraïbe et l'Amérique ainsi que l'Europe pour pouvoir faire accepter ce programme qui a été reconnu par l'ONU dans le cadre de son programme pour l'environnement de la Caraïbe, qui a été accepté et soutenu par l'ensemble des pays de la Caraïbe, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, et bien sûr un financement européen. Le programme de réintroduction du lamantin pour le repeuplement vise une population de 15 animaux, 10 femelles et 5 mâles. Donc nous avons déjà obtenu les 2 premiers mâles. Ensuite, avec le travail que nous devons faire sur les 3 ans qui viennent, on devra avoir des 10 femelles et 5 mâles au total, pour espérer d'ici quelques années avoir une population libérée dans le Grand Cul-de-Sac marin de 150 animaux. Et ces animaux resteront en captivité, ceux qui sont destinés à la reproduction, et ce sont les bébés qui seront libérés une fois qu'ils seront bien sûr scientifiquement viables pour être relâchés dans le Grand Cul-de-Sac marin. Alors il faut que la population de la Guadeloupe sache qu'on ne verra pas les lamantins dans le Grand Cul-de-Sac marin dès cette année, puisque l'objectif c'est de préparer une population qu'on va libérer au fur et à mesure. On aura à prouver dans les 5 ans à venir que ce programme scientifique unique au monde aura réussi. Et donc nous comptons au Parc national beaucoup sur les Guadeloupéens pour qu'ils puissent s'approprier ce projet qui marquera un tournant dans la vie de la Guadeloupe. Franchement, je peux vous dire que non seulement je suis excité à l'idée de recevoir ces animaux, mais j'ai une joie profonde de voir un tel programme aboutir pour une île comme la Guadeloupe. Et c'est dire qu'on a les moyens de réussir, mais il faut que les Guadeloupéens prennent conscience vraiment de leurs capacités. Donc il faudra qu'au fur et à mesure, on s'habitue avec ces animaux, qu'on vive avec, qu'on les protège. Et donc voilà le message que je tenais à faire passer, parce qu'on est sur une révolution scientifique et qu'on sera suivi par le monde entier. Donc il nous appartiendra à ce moment-là de faire en sorte que les choses se passent bien. Aucun superlatif ne saurait décrire la brutalité du choc causé par la disparition de Warren Hérin. Pendant que le peloton s'ébranlait samedi pour boucler le premier tronçon de la 8e étape, le convoi funéraire faisait de même pour porter en terre la jeune pousse du cyclisme guadeloupéen. À Lamentin, c'est encore le choc et la consternation qui prévaut. Jean-Marc Mathuérine, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'ATV ce soir. C'est toujours le choc lamentin, les gens sont tristes. Je vous propose de voir avec moi le reportage de Moïse Dexter, Patrick Curie et Nathalie Dinan. Et après, nous reviendrons avec vous pour parler de cette disparition et de ses conséquences. Regardez. Samedi matin, le jeune cycliste Warren Hérin, 22 ans, a été inhumé au cimetière de Lamentin. Tiraillé entre la colère et la tristesse, la famille tente de se reconstruire lentement. La famille, on va mal, on va très mal, mais on est quand même, par rapport à tout ce on sait, on tient le coup parce que comme le nom de Warren ne doit pas être effacé du cyclisme, nous, on doit avoir la force pour pouvoir disons, inscrire, faire quelque chose pour que la mort de Warren ne soit pas oubliée. Parce que si son nom est oublié, c'est que nous, on n'a pas fait
transmettre le message que Warren nous a laissé, nous parents. L'émotion est tout aussi palpable du côté de son meilleur ami O'Neill, qui demeure un de ses plus grands fans. Il se remémore tous les bons moments passés ensemble. Warren, c'était quelqu'un de simple, Warren, c'était quelqu'un de discret. Et surtout, sa plus grande qualité, c'est qu'il était quelqu'un de humble. Il se la pétait pas, il était lui, il disait qu'il fallait pas se montrer, qu'il fallait rester soi-même. Et je pense que c'était ça sa plus grande qualité. Il était humble, c'était quelqu'un qui savait apprécier les bons moments qu'on passait ensemble, qui savait déconner aussi. On a tellement de souvenirs, surtout ces derniers moments, on était tout le temps ensemble. Et Warren, on vivait des moments ensemble, c'était des moments précieux. Il m'a offert ce maillot, c'était la première étape de la course d'Excelsior qui démarrait à Calvaire, en face de la boucherie, et qui montait sur Basse-Terre et qui retournait. L'arrivée, c'était à la boucherie. Je me rappelle, on était avec sa copine. La ligne droite de l'arrivée, on voit qu'il est devant, et comme je vous ai dit, c'était quelqu'un d'humble. Il n'a pas levé les bras, il a juste baissé la tête et il nous a fait ça. Il nous aide tout le temps, attendez, je vais gagner une course, ne vous inquiétez pas, je vais gagner une course. Et il a gagné, il m'a offert ce maillot. Il nous disait tout le temps qu'il aimait qu'on vienne l'encourager parce qu'on était sa force. On était sa force. Qu'on vienne l'encourager dans les courses, c'était important pour lui. Nul doute que le décès tragique de Warren a marqué le peloton et cette 66e édition du Tour international de Guadeloupe. Jean-Marc Macturine, on l'entendait à l'instant avec son témoignage de O'Neill Rotin. Qui était ce coureur, Warren Hérin? Comment était-il dans la vie de tous les jours? Alors, je serais bien mal inspiré de prétendre le connaître mieux que ses proches et son meilleur ami O'Neill. Mais en tout cas, de ceux qui le laissaient transparaître, en tout cas, parce que c'était quelqu'un de réservé et d'humble, comme il l'a dit si bien. Voilà un petit monsieur calme, discipliné, à l'écoute, toujours dans le bon ton, pas d'exubérance, vous l'avez vu, il l'a souligné, une victoire, on a tendance à vouloir célébrer avec toute l'énergie que ça peut avoir dans une joie qu'on ne contient pas forcément. Lui, même là, il a fait preuve d'une grande pudeur, d'une grande simplicité en baissant la tête. C'est cette image-là que je retiens de lui, et la plupart des gens qui l'auront très peu connu en fait, parce qu'on ne peut pas prétendre connaître Warren Hérin. Et donc, finalement, c'était un bon coureur? C'était un coureur en devenir, un champion européen en VTT, c'est sûr, mais la discipline souffre un peu d'une sous-médiatisation, pardon. Et c'est peut-être là un peu ce qui lui aura posé problème pour qu'il ne soit pas suffisamment connu à sa juste valeur. Mais en tout cas, au cyclisme sur route, il y venait doucement, gentiment, et à force d'application et de rigueur dans son travail, fort des conseils précieux qu'il prenait chez un des champions que nous avons, qu'il avait pris pour modèle, eh bien, je suis sûr que si le sort en avait décidé autrement, il nous aurait fait un très beau tour de la Guadeloupe. Et ça n'aurait pas été simplement une révélation. J'en suis persuadé. Alors pour vous, l'USL, ça a été un véritable moment dramatique. Comment avez-vous pu décider dans ces circonstances? Il fallait retirer l'équipe, faire face, assumer cet événement tragique. Comment ça s'est passé? Il faut toujours quelqu'un qui parle et qui porte la voix du club. La responsabilité donc m'incombait. Je n'allais pas me départir de ce rôle-là. J'avais beaucoup d'émotions. J'en ai encore à l'instant où je vous parle. Mais c'est une somme de séquences. Premier acte, le jeune est percuté, nous sommes inquiets, nous sommes angoissés. Il est percuté sous les yeux d'un jeune coéquipier, 19 ans, Melvin, qui lui-même avait été victime d'un grave accident en compétition où il s'était fait transpercer la cuisse de part en part par une tige de fer. On s'est beaucoup posé la question dans l'angoisse s'il allait être amputé ou pas. Alors comprenez son traumatisme, 19 ans. Derrière Jordi Pruneau, 21 ans, Warren, 22 ans. On avait essayé de faire prendre un amalgame entre les anciens et les jeunes coureurs. Flaubert, 42 ans, et on avait fait un grand pas. La mayonnaise semblait avoir pris, mais malheureusement, on n'a pas pu apprécier et jusqu'au bout la qualité du travail qui était fourni. Alors, se retirer du Tour, ça a été facile? Pas du tout.
comme je vous le disais tout à l'heure. Il n'y a pas eu de réticence? À l'unanimité, nous étions abattus. La succession, les séquences étaient trop difficiles, ça devenait insupportable. Et l'annonce prématurée par réseaux sociaux, il fallait prendre la main avec le psychologue qui nous a accompagnés, Hérol Nuissier, qui nous a accompagnés dès jeudi, qui nous a jamais quittés, qui suivait la course dans la voiture technique. Et, dès lors que par médias officiels, on a su que Warren était parti, il a fallu attendre le papa parce qu'on n'allait pas l'appeler en pleine nuit pour lui demander confirmation. Vous comprenez bien qu'on peut avoir de la pudeur et même beaucoup de réserve à aller poser ce genre de questions. Dès lors qu'il a pu être joint, il nous l'a confirmé. Les coureurs, on a fait le point avec eux, avec M. Nuissier et Wald, psychologue, à l'hébergement. Les coureurs étaient prêts encore à ce moment-là, difficilement à continuer. Mais durant la conférence de presse de M. Hérin, l'émotion était trop grande. Chez moi, le premier, d'ailleurs. Et c'est là que la décision est prise de quitter le Tour. Eh bien, les deux plus jeunes se sont levés et ont dit qu'ils ne pouvaient plus continuer. Une décision lourde de conséquences, parce qu'il faut rappeler que vous êtes maillot jaune avec Flaubert Peña. Absolument. Et c'est là que le geste de Flaubert en particulier est encore plus grand, puisqu'il aurait pu, fort de ses 42 ans et avec beaucoup de distance, puisque globalement, il le connaît vraiment peu, Warren. Il aurait pu se sentir pas trop concerné par cela, juste un petit moment de recueillement, un chagrin qu'il pourrait contenir. Il l'a dit d'ailleurs à vos confrères que peu importait un maillot jaune par rapport à une vie humaine et qu'il fallait qu'on s'associe à la douleur de la famille et qu'on soit près d'eux pour les soutenir. Donc ça n'a pas été facile. Nous étions en maillot jaune comme vous le dites, nous étions en maillot montagne aussi, nous étions à 4 secondes du maillot meilleur espoir avec Jordi Pruneau, nous étions troisième du classement général par équipe, nous étions également, nous avions bien commencé avec 2 victoires d'étape et une 3e place après 4 jours de course. C'était un bilan satisfaisant, mais on ne pouvait pas continuer. Hélas, on ne pouvait pas continuer. Psychologiquement, mentalement, on ne pouvait pas dans ces cas-là. Alors vous êtes à la tête d'un club de légende, l'USL. Comment on peut expliquer cette espèce d'âpreté qu'il y a entre les clubs locaux, à courir les uns après les autres? On dit que les Guadeloupéens ne courent pas très bien entre eux, ils ne veulent pas qu'un Guadeloupéen gagne. Tout cela, qu'en pensez-vous? Non, je n'irai pas jusque-là. Le dimanche, c'est vrai que nous sommes des compétiteurs. Chacun se bat sous sa bannière, on a des intérêts différents. C'est un peu normal, c'est l'esprit de la compétition. Quand vient le Tour cycliste de la Guadeloupe, c'est la compétition, c'est le grand rendez-vous. Tout le monde en veut briller. Tout le monde veut briller, mais je pense, et je ne parle pas forcément à mon nom personnel quand je dis ça, beaucoup seront d'accord avec moi. Quand vient l'heure de s'associer pour donner un coup de main à un petit frère, je pense que toute bannière confondue, on se rassemble. On l'a fait pour Moulier-Eugène, on l'a fait derrière un autre, plus récemment Boris Carène. Je pense que là, non, on laissera les querelles. Et même s'il fallait qu'on fasse gagner un Sud-Américain qui défend les couleurs d'un club local, je pense que tout le monde le ferait. Et le fait que Boris Carène ait montré sa solidarité en quittant également le Tour avec l'Unisport Lamantinois, qui n'était pas son club. Oui, mais il a été coureur de l'Unisport Lamantinois. Il réside au Lamentin. Et peu le savent sans doute, mais Boris fait partie des gens qui sont arrivés relativement tôt après l'accident. Il a soutenu la tête de Warren gisant dans son sang. Ce sont des images fortes pour un coureur cycliste. Peu ont eu la chance, je dis bien la chance, d'avoir juste été klaxonné, d'avoir à se jeter dans le caniveau. J'en fais partie. Warren, il aurait aimé pouvoir se jeter dans le caniveau. Donc c'est pour cela que je comprends l'angoisse, le sentiment d'impuissance, la faiblesse des coureurs cyclistes quand ils savent qu'après un tel choc, ils ont perdu l'un des leurs. Et ce sont tous des victimes potentielles sur la route. Moi, le premier, quand je fais mon petit sport pour mon hygiène corporelle. Vous connaissez bien le cyclisme, la victoire de Damien Monnier? Qu'est-ce que vous en pensez? Une belle victoire? Oui, elle est méritée. Ça fait 3 fois qu'il vient en Guadeloupe. Il a fait la course. Ils sont venus faire la course. Ils ont eu un geste fort, à 2 reprises d'ailleurs, dans la même matinée. Et puis, the show must go on. L'USL s'est retiré du Tour pour les raisons que nous savons. Mais l'USL à lui seul n'est pas le cyclisme guadeloupéen. C'est dommage, on aurait souhaité pouvoir montrer les couleurs, défendre notre maillot. Mais les circonstances ont fait que le show devait continuer. C'est une fête, chacun vit la souffrance ou la perte de ce jeune différemment. Alors justement, je vous propose de voir un résumé de cette belle fête du cyclisme qui s'est achevée dimanche par un résumé de l'épreuve. Regardons.
La 66e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe nous a réservé de grands moments d'émotion. 10 jours à travers lesquels les coureurs ont su dompter les sommets, survivre aux aléas climatiques et surmonter leur peine face à la disparition de l'un des leurs pour entretenir le suspense jusqu'au bout. On ne pouvait pas rêver mieux. Première étape et première victoire guadeloupéenne. C'est le jeune Cédric Ramotte qui a ouvert le bal pour l'USL au sprint à Petit Canal. Au chapitre des victoires locales, il a fallu attendre la 4e étape avec la victoire du quadragénaire de l'USL Flaubert Peña Peña Petit-Bourg et le gain de la 6e étape à Saint-François par le régional Yanis Sidoli du Kawikera Assainissement PDL. Sur le terrain de l'animation, les duels ont bien eu lieu entre les formations invitées. Les Nippons du Team Bridgestone et le Team Proimo ont vivement contribué au spectacle quotidien sur les routes du territoire. Ils se sont livrés au jeu du chat et à la souris durant toute l'épreuve. Les Martiniquais ont également donné du fil à retordre au peloton avec notamment les accélérations de Cédric Eustache et la détermination de Yolande Sylvestre, le récent vainqueur du Tour cycliste de la Martinique 2016. Ce dernier tenace repart avec une victoire d'étape aux abîmes. Le décès tragique de Warren Hérin a suscité une vive émotion et a jeté le foie sur cette 66e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. Après une 6e étape neutralisée, la compétition a pu reprendre ses droits sans le club de l'USL et sans Boris Karen. Enfin, ce tour a tenu ses promesses avec une valse du maillot jaune. Thomas Lebat du Team Bridgestone a été le leader le plus solide avec 3 jours en tête du classement général et le travail d'équipe a payé. Son coéquipier Damien Mounier a été sacré vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe 2016. Jessie Blanquet, Moïse Dexter et Patrick Curie, également Hugues Ferger, qui vous ont fait vivre ce tour cycliste de la Guadeloupe. En Martinique, c'était la fête autour des yoles, mais quand il y a fête, il y a beaucoup de consommation, beaucoup de choses, et vous avez peut-être besoin après de vous refaire. Comment se refaire après le tour des yoles? Reportage d'ATV Martinique. La 66e édition du Tour cycliste de la Guadeloupe. C'est pour les douleurs, un mou de tête, moi. C'est pour les douleurs, un mou de tête, moi. Après ce tour des yoles là, c'est vrai que c'était un peu... Voilà, il y a un petit problème. Je disais que dans le Tour de la Guadeloupe et également dans le Tour des yoles, peut-être qu'on consommait un petit peu et qu'on avait besoin de savoir comment se refaire. Mais nous allons peut-être retrouver ce sujet de nos confrères d'ATV Martinique. C'est parti. Pour les douleurs, un mou de tête, moi. Après ce tour des yoles là, c'est vrai que c'était un peu... faudra du coup des Doliprane. Doliprane ? Ouais. Depuis quelques jours, ce pharmacien a souvent affaire aux mêmes symptômes. Maux de tête ou de foie, digestion difficile ou grosse fatigue. Comme Joël, ce matin, beaucoup étaient en quête de la solution miracle. Ah, mais je suis venu en fait en gros pour acheter des comprimés, des médicaments pour l'après-tour des yoles, on va dire. Oui, c'est pour des maux de tête. Donc du coup, j'en prends pour moi et pour une amie aussi. Donc voilà. Un type de demande plutôt courant durant les grandes vacances et plus particulièrement après le tour des yoles. Outre les traditionnels antidouleurs, les praticiens ont d'ailleurs toute une gamme de produits adaptés pour venir en aide aux organismes fatigués. Des produits à base d'artichaut, de radis noir qui ont un effet naturel drainant au niveau du foie, dans radis noir artichaut. Et généralement après ça, comme on a tendance à épuiser le foie lié au fait qu'il a bien éliminé, on se fera une cure de desmodium derrière pendant une dizaine de jours pour régénérer un peu le foie. On devrait être mieux, voilà, pas forcément neuf mais mieux. D'autres auront opté pour une méthode plus naturelle. Au grand marché, certains fruits ont vu leur cote littéralement exploser. Ce qui importe, les fruits et légumes après ça, effectivement. Donc les gens viennent pour prendre la pitaya, pour un antioxydant, ou sinon faire aussi des boissons à base de citron. Oui, on les attend, puisque avant le tour des yoles, la semaine d'avant, on a des clients qui viennent faire les réservations. Il est encore tôt, la course des yoles c'était hier, donc je pense qu'ils sont encore fatigués. Donc on a remarqué depuis quelques temps qu'ils arrivaient à partir de 10-11 heures. Enfin, pour les adeptes de décoction bien de chez nous, le sirop pied de bœuf ou même le bois bandé font encore recette, avec, il paraît, quelques effets bonus. Restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue. Dans un instant, la belle performance de la déchetterie de Petit Pérou qui a été primée pour son art de ramasser les lampes. Et une invitation à vous détendre au Splash Village de Sainte-Anne, où comment allier loisirs et bonne humeur. En Guyane, la question des transports est toujours d'une brûlante actualité. L'éclairage de nos confrères d'ATV Guyane sur la colère des transporteurs sur les bords de l'Amazonie.
Mobilisés depuis ce matin 6 heures, ce sont plus de 4 syndicats de transporteurs routiers et urbains, une vingtaine de bus et une douzaine de camions qui demandent des réponses à leurs questions. Alors, la problématique aujourd'hui, il y en a deux principales. La première est l'ouverture de la piste ou du centre de Saint-Laurent-du-Maroni. La deuxième est concernant l'explication de cette forte augmentation, je le répète, de 130% des tarifs appliqués. C'est-à-dire, pour un exemple, jusqu'à la fin du mois de juillet, nous étions à 88 €. Aujourd'hui, nous sommes passés à 200 €. Voilà, sans aucune explication, ni même aucun dialogue en amont. Face au refus de l'entreprise Autovision d'entamer toute communication, les syndicats avaient fait appel vendredi dernier au sous-préfet afin de faire avancer la situation. C'est un centre de contrôle privé, donc c'est bien pour ça que l'État, par ses biens de ses services, le sous-préfet nous a répondu ce vendredi 5 qu'il ne pouvait pas effectivement nous répondre directement, mais que vu que c'était une situation de monopole par rapport à la loi Lurel, il avait le droit de regard. Donc le temps effectivement que son enquête soit terminée, nous demandons une rencontre, je le répète, qui date depuis 3 mois, avec le gérant de ce centre. Les chauffeurs et salariés des différentes entreprises de transport guyanais s'interrogent sur la pérennité de leur emploi. Avant on payait 79 €, maintenant on paye 180 €. Ouais. Alors, on est là parce qu'on veut qu'ils descendent le prix. C'est très important parce qu'il y a nos patrons qui ont qui a une flotte, au moins de 12-15 camions. Et vous voyez 180 € par camion. Et après on a la contre-visite qui est à 120 €. Il y a les ensembles qui sont à 340 €. Alors c'est trop cher. Voilà. Et en plus il n'y a pas de boulot. Comment on fait pour payer ? En fin de journée, le dialogue avec l'entreprise n'a toujours pas été entamé. N'ayant aucun interlocuteur face à eux, les syndicats et chauffeurs comptent bien continuer leur action. Depuis 2012, les performances de la déchetterie de Petit-Pérou aux Abîmes ne cessent de croître. Avec 1643 kilos de lampes et néons récoltés, elle a été primée par Récilom, un organisme agréé par les pouvoirs publics pour recueillir et traiter ce type de déchets dont la présence dans la nature peut s'avérer dangereuse. Reportage Isabelle Hameau. Belle affluence aujourd'hui dans cette déchetterie primée il y a quelques jours par Récilom. Cet organisme qui récupère et traite les déchets nocifs pour la santé. Nous avons reçu un prix de Récilom pour être là, au niveau de la déchetterie la plus performante, de la Guadeloupe, c'est-à-dire au niveau du tonnage qui a été collecté. Ici, en une année, 1643 kilos de lampes et néons ont été récoltés. Les performances de la déchetterie sont dues à l'organisation qui y règne. Les 3/4 des déchets collectés sont recyclés. Le prix permet déjà de valoriser déjà le travail du personnel dans son ensemble. Et deuxièmement, ça permet aussi, j'espère que ce prix-là va faire aussi une prise de conscience, puisqu'il faut quand même savoir que les tubes et les lampes, ce sont quand même des déchets qu'on dira dangereux de par la nature des produits qu'elles contiennent, et que ce sont surtout des déchets qu'il ne faut pas mélanger avec les ordures ménagères. Donc ils doivent être ramenés impérativement en déchetterie, puisque c'est quand même un objet fragile. S'il est mélangé avec d'autres déchets, il n'a aucune chance d'être recyclé. Les déchets particuliers ne sont pas acceptés comme les médicaments et seringues ou encore les bouteilles de gaz et explosifs. C'est le nouveau paradis pour se détendre en se jetant du haut des toboggans. Il y a quelques mois, le Splash Village ouvrait ses portes et on n'entend plus que ce bruit à Sainte-Anne. Reportage Carrette Diamant. Entre mini-golf, taureau mécanique ou encore trampoline, c'est un large choix d'activités qu'offre Karuke-Ralonde à ses visiteurs. Et avec ses 4 nouveaux toboggans, Joël est sûr d'attirer un plus large public. Aujourd'hui, les gens partent, prennent l'avion à des centaines de milliers de kilomètres ou à quelque part même dans la Caraïbe pour vivre de la sensation forte et sortir. En restant en Guadeloupe, on va leur donner la possibilité de vivre cela. Donc ce n'est pas une folle idée, c'est satisfaire le client et leur donner toujours plus et avoir envie. L'idée de départ même, c'est de dire comment faire pour satisfaire chaque Guadeloupéen et chaque touriste qui pourrait venir ici. Alors pour répondre à cette demande, le parc propose un nouvel espace de détente et de jeux aquatiques. Le premier toboggan, donc il y en a 2 en fait, ça s'appelle le slide. Donc en fait, ça permet de faire des vagues
Ensuite, le deuxième toboggan, c'est le kamikaze. Donc, on descend, enfin l'avalanche, on l'a renommé. Donc, on descend en pente et après, on arrive en glissade. Et le dernier, c'est le must. Il permet de faire des tourbillons. Voilà, donc c'est le plus long et le moins rapide, mais avec le plus de sensations. Des sensations fortes qui seront néanmoins soumises à des règles de sécurité. On aura un maître nageur qui sera au-dessus de la plateforme avec un sifflet qui régule en fait les allées-venues, qui vérifie les tailles parce qu'il y a une taille minimum pour pouvoir monter sur les toboggans. Donc c'est 1,20 m accompagné, non accompagné, sinon accompagné, peu importe la taille. Alors donc la personne qui sera au-dessus de la plateforme aura un sifflet, régule, donc permet aux personnes de s'installer au fur et à mesure, attend que les personnes qui arrivent en bas à l'atterrissage dans le bassin sortent du bassin pour ne pas que d'autres personnes puissent arriver et leur frapper la tête par exemple. Véritable attraction touristique, Karukera Land offre à la ville de Sainte-Anne un nouvel espace attrayant. Nous sommes le territoire balnéaire par excellence. Bon. Et évidemment, c'est une attractivité. C'est un territoire qui naturellement a son attractivité, avec ses plages, avec son arrière-pays, avec les plateaux de l'Est, je parle de Sainte-Anne notamment. Et lorsque vous avez une sculpture qui encore vient accroître cette attractivité, donc nous en sommes fiers. Et je dis aussi que cette attractivité doit avoir des conséquences économiques, l'impact économique sur tous les secteurs de l'activité. Et c'est ce que nous voulons. Et nous sommes très fiers qu'en Guadeloupe, que nous ayons cette structure, qu'un Guadeloupéen ait eu cette imagination. Une imagination qui permettra à tous, petits et grands, de venir profiter de ces nouvelles sensations aquatiques. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, je vous en rappellerai les principaux titres. Les informations pratiques, si vous voulez prendre de quoi noter, oui, je me suis laissé un petit peu distraire. Alors, planning des collectes, mardi 9 août, plage du Souffleur à Port-Louis, de 13h30 à 18h. Et nous avons un autre rendez-vous à la Médiathèque Caraïbe, opération aux plus belles vacances, Ciné La Mecca, le mardi à partir de 10h, l'histoire de 2 enfants cubains. Un film très intéressant, si vous voulez aller le suivre. Voilà, c'est maintenant la vraie fin de cette édition. Je vous rappellerai les principaux titres dans un instant. À tout à l'heure.